vous retrouvez le texte, j'ai enlevé certains surlignages, j'ai conservé évidemment les marques des différents mouvements du texte. Ce que je me propose de faire, c'est de faire la lecture linéaire en me limitant à 2 procédés par étape du texte. Un premier procédé dont je ferai l'analyse à peu près complète, et un deuxième procédé pour confirmer cette analyse, comme je vous suggère de le faire vous-même quand vous faites une lecture linéaire. Vous ne pouvez pas tout dire, il y aurait énormément de choses à dire sur chaque texte. En réalité, vous ne pouvez pas tout dire. Bon, je sais bien que votre problème en général c'est plutôt l'inverse, c'est de trouver quoi dire. Mais bon. Alors, moi mon problème à moi c'est d'en dire pas trop. Alors, je vous propose donc d'avancer mouvement par mouvement en répondant à la problématique de l'importance de cet épisode pour comprendre le titre de l'œuvre de Rousseau, Les Confessions. Alors, tout d'abord, dans la première partie, je vous propose de relever 2 types de procédés qu'on voit ici. Donc, la répétition de l'adverbe bien, qui est un adverbe d'insistance, et qui insiste en premier lieu sur la difficulté de ne rien perdre dans un déménagement du genre de celui qui se produit ici, et qui insiste ensuite sur le fait que dans ce genre de déménagement, justement, on perd beaucoup de choses. Donc, dans les 2 cas, l'adverbe bien, ici répété, insiste sur l'habitude, l'habitude qui est de perdre énormément d'objets dans le désordre des déménagements à la suite du décès de quelqu'un dans une maison. Et une fois qu'il a bien insisté là-dessus, eh bien, on constate qu'il utilise un connecteur logique d'opposition qui va, lui, renforcer le contraste entre ce qui se passe d'habitude, on perd plein de trucs, et ce qui se passe ici, en l'occurrence, où on ne va perdre, au contraire, cependant, absolument rien. Avec cette hyperbole du rien qui est employée ici par Rousseau. Dans la deuxième étape du texte, on retrouve ce type de procédé d'insistance avec l'adjectif seul. Seule, la seule mademoiselle Pontal perdit un petit... Donc on ne perd qu'une seule chose, et qui plus est, un ruban qui est qualifié de déjà vieux. Donc on perd une chose qui n'a vraiment pas de valeur particulière. Rousseau insiste d'ailleurs lorsqu'il emploie l'adverbe beaucoup et le comparatif de supériorité meilleur. Beaucoup d'autres meilleures choses étaient à ma portée. Ensuite, je vais à la troisième étape, bien que bon, j'aurais trouvé intéressant d'analyser ici l'alternance des imparfaits, duratifs. Il y avait beaucoup de choses à sa portée, et alternance avec les passés simples qui indiquent une action soudaine et en l'occurrence rapide. Alors, dans la troisième partie du texte, donc à partir de la ligne 7, il est intéressant de constater que les personnes qui vont juger du délit et de la gravité du délit, et puis surtout qui vont se demander qui l'a commis, ne sont presque jamais désignées directement dans le texte, le sont presque toujours par des pronoms indéfinis. Regardez, le « on » est extrêmement souvent employé pour parler des personnes qui assistent à la confrontation des 2 accusés. Donc Rousseau qui ment et Marion qui ne ment pas. L'accusation de Rousseau est présentée comme d'autant plus grave, ce qu'il a commis est un acte d'autant plus grave qu'il le commet contre une jeune fille, Marion, qui est particulièrement irréprochable. Et c'est la raison pour laquelle
on peut constater que Rousseau en fait un éloge extrêmement appuyé. Hein. Elle est jolie, elle possède une certaine fraîcheur. On peut voir également que cette fraîcheur est exceptionnelle, hein, avec la négation restrictive. C'est une fraîcheur qui ne se trouve que à certains endroits, les montagnes, donc elle est rare. Et puis elle a surtout, donc ici de nouveau l'adverbe insiste, elle a quoi? De la modestie, c'est encore une qualité, de la douceur également une qualité, et toujours de nouveau la restrictive qui faisait qu'on ne pouvait la voir sans l'aimer, qui insiste de nouveau sur les qualités de Marion et la relation, enfin la manière dont on l'apprécie. Pardon. Et vous retrouvez de nouveau des adjectifs amélioratifs. Elle est bonne, elle est sage et elle est d'une fidélité à toute épreuve. Ça se termine par cette hyperbole. Pourquoi terminer par la fidélité comme qualité principale? Eh bien, évidemment, parce que ce dont elle va être accusée suppose une forme d'infidélité. Ce portrait très élogieux étant établi, on comprend que c'est ce qui surprit quand je la nommais. Voilà. Vous notez à nouveau que c'est ce qui surprit quand je la nommais. C'est donc Rousseau euh, qui accuse Marion, je la nommais, et c'est ce qui surprit. On ne sait pas explicitement qui est surpris, on le comprend, mais en même temps, par cette absence de dénomination précise, avec une formule impersonnelle, c'est ce qui surprit, Rousseau généralise la surprise, hein, la rend plus grande encore. Par une phrase, ou plutôt par une proposition brève, il note malgré tout qu'on a confiance en lui aussi, hein, qu'il est considéré comme un domestique fidèle. Avec ce l'on n'avait guère moins confiance en moi qu'en elle, eh bien on a l'impression qu'en termes de fidélité, celle de Rousseau est tout autant à toute épreuve que celle de Marion. Vous noterez l'emploi du terme lequel était le fripon des deux, avec ce terme familier et péjoratif, hein, pour désigner celui qui a volé. Donc on est dans un jugement ici négatif. Évidemment de la part du on, c'est-à-dire de ceux des propriétaires, hein, de la maison désormais, mais aussi de la part de Rousseau lui-même qui emploie le terme. Lors de la confrontation, donc, on fait venir, l'assemblée est nombreuse, avec une insistance, le comte de la Roque y était, et c'est là que vous voyez qu'il est important, puisque c'est le seul dont on précise l'identité dans cette assemblée. Vous notez également le présent ici, ça c'est intéressant comme procédé. Hein, avec le présent, Rousseau rend la scène plus présente, et donc il la dramatise davantage. Euh, on peut presque dire qu'il la théâtralise. Hein. Et vous voyez les présents, elle arrive, on lui montre le ruban, je la charge effrontément, avec ici on peut relever l'adverbe effrontément, qui précise le verbe charger et qui est également péjoratif pour Rousseau. Toujours dans l'accumulation verbale, elle arrive, on lui montre, je la charge, elle reste. L'accumulation verbale au présent, hein, qui, je le répète, actualise la scène. On assiste à la stupéfaction de Marion. Et vous avez la comparaison de son regard avec sa capacité à désarmer les démons. On est encore dans l'hyperbole, et auquel mon barbare cœur résiste, précise Rousseau. Vous voyez l'inversion ici de l'adjectif et du substantif. En principe, on devrait dire mon cœur barbare, mais antéposer l'adjectif, c'est-à-dire le poser avant le nom, permet d'insister sur la barbarie
du cœur de Rousseau. À l'étape suivante, Marion va finalement quand même réagir. Elle a pris du temps, ainsi que le fait remarquer l'indice temporel enfin, et on retrouve une accumulation, enfin une double accumulation. Hein. Elle m'exhorte à rentrer en moi-même, à ne pas déshonorer. Voilà. Une fille innocente qui ne m'a jamais fait de mal. Et là, dans le qui ne m'a jamais fait de mal, ce sont les paroles de Marion rapportées au style indirect libre. L'intérêt de rapporter de cette manière indirecte les paroles de Marion, c'est de faire entendre sa voix, bien sûr, sans interrompre pour autant le récit que Rousseau garde à sa charge. C'est lui qui continue de faire le récit, tout en y faisant parler la jeune fille, et de cette manière, il retourne encore le couteau dans la plaie de sa culpabilité. Et par opposition au calme et à l'assurance de Marion, on trouve l'impudence infernale, donc infernale qui fait référence aux enfers. Hein. Vous aviez les démons désarmés alors que lui reste de marbre, et véritablement il se qualifie à nouveau très péjorativement en, en, en rapportant son attitude à une attitude digne de l'enfer. Il y aurait d'autres choses à dire, notamment sur En face, par exemple, qui dit aussi toute l'audace du mensonge de Rousseau. Je vous disais que Rousseau faisait parler Marion. Dans l'étape suivante, il ne la fait plus parler indirectement, mais il la fait parler cette fois directement. Ici, vous avez tout un passage au style direct, c'est elle qui parle directement. À Rousseau, je vous croyais un bon caractère, vous me rendez bien malheureuse, mais je ne voudrais pas être à votre place, voilà tout. Et donc, avec cette simplicité de Marion et cette honnêteté profonde, je ne voudrais pas être à votre place, voilà tout. Elle ne va pas plus loin, elle est extrêmement modérée, ce qui se confirme ensuite avec les termes de simplicité et de fermeté, et avec l'hyperbole, ne se permettre jamais contre moi la moindre invective. Donc vous avez ici l'hyperbole confirmée par moindre, jamais la moindre invective. Donc elle reste parfaitement mesurée et bonne, comme l'a dit Rousseau précédemment dans son portrait. Et évidemment, elle n'est pas aussi crédible que lui, parce que elle reste calme en quelque sorte, et elle reste juste. Et vous le voyez, Rousseau compare les deux attitudes avec son audace diabolique. Il ne semblait pas naturel de supposer d'un côté, c'est lui, une audace aussi diabolique, et de l'autre, cette fois c'est Marion, une aussi angélique douceur. D'accord ? Et vous noterez au passage la construction en chiasme avec audace diabolique, angélique, douceur. Et vous voyez le nom audace suivi de l'adjectif, nom A, adjectif B, tandis que à propos de Marion, l'adjectif B précède le nom A. Donc vous avez une construction A, B, B, A, ça s'appelle un chiasme. Et ça insiste sur l'antithèse entre les deux attitudes. Alors, ça permet de construire une antithèse très forte, très significative. Vous retrouvez le on ne parut pas se décider absolument, donc toujours l'indéfini pour les personnes qui vont juger les deux accusés. Et enfin, dernier mouvement, dans le tracas où l'on était, donc le on à nouveau, hein, on ne se donna pas le temps d'approfondir la chose. Voilà, donc les propriétaires, les héritiers
sont accusés en quelque sorte ici de manière tout à fait implicite de ne pas avoir jugé sérieusement, hein, puisqu'on ne s'est pas donné le temps d'approfondir la chose, et on a un héritier qui tranche, l'héritier le plus important, hein, le comte de la Roque, et qui tranche en quelque sorte en ne prenant pas de décision, hein, puisqu'il va renvoyer les deux domestiques. Non sans leur dire quelque chose qui relève de la formule morale, en disant que la conscience du coupable vengerait assez l'innocent. Et vous retrouvez ici une antithèse dans les propos du conte entre le coupable et l'innocent. Il a l'air de dire que l'innocent va en sortir gagnant, ce qui n'a finalement rien de très évident, puisqu'ils sont quand même renvoyés tous les deux, et donc l'innocent, il a perdu sa place. C'est-à-dire l'innocent ici, nous on le sait, c'est Marion. Conclusion de Rousseau qui revient au présent de son récit. Sa prédiction n'a pas été vaine, elle ne cesse, hein, vous voyez ici le présent, retour au présent de l'écriture. Pas un seul jour, et là vous avez une hyperbole, de s'accomplir. La prédiction du conte qui dit que le coupable paiera par sa conscience beaucoup plus que l'innocent, eh bien ce coupable c'est Rousseau, et il vous confie que oui, effectivement, tous les jours, il pense à cette faute qu'il a commise. Et là, on a compris le rapport entre ce texte et le titre de l'œuvre, Les Confessions. Euh, Dans cet épisode, Rousseau est extrêmement coupable, il a vraiment extrêmement mal agi, et c'est ce genre d'épisode, et même cet épisode en particulier, qui l'a convaincu d'écrire ses confessions. Il le dit un petit peu plus loin dans le texte, si vous allez voir, vous avez cette précision dans la suite du texte que je vous ai également fournie.